Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, le président chinois Xi Jinping va se rendre aux États-Unis pour une visite d'État de quelques jours. La première puissance économique et la deuxième se rencontrent, suscitent bien sûr un intérêt général du monde entier, surtout dans un contexte particulier. Vous savez, au début de septembre, vous êtes là, la Chine avait organisé une grande parade militaire pour fêter sa grande victoire contre les envahisseurs japonais. La France était là, représentée par Laurent Fabius. Mais il y avait une grande absence, c'est les États-Unis. Si on remonte un peu dans le temps, au mois de juin, lorsque à Pékin organisait la cérémonie de signature de la création de la Banque asiatique d'investissement, toute l'Europe est là, mais il y avait aussi une absence, c'est les États-Unis. Alors, ces deux absences, quelle est la signification? Quel est son impact pour le monde de demain? Voilà, ce sont des questions qu'on va essayer de trouver des réponses avec mes deux invités, Ding Yifan, économiste et politologue, et Richard Hartz, spécialiste de l'Asie. Avant de commencer, je vous invite à regarder un reportage pour mieux comprendre tous les contextes et je vous retrouve juste après. 2 ans après la première rencontre entre Xi Jinping et Barack Obama dans le magnifique domaine de Sunnylands en Californie, le président chinois va effectuer sa première visite d'État aux États-Unis à la fin septembre. Libre d'émerger entre les deux plus grandes puissances mondiales. 2015 marque le 70e anniversaire de la création des Nations Unies. Le président Xi va prononcer un discours très attendu devant l'Assemblée générale afin de commémorer l'événement. Quel message va-t-il délivrer? La Chine est le deuxième partenaire économique des États-Unis et réciproquement. La visite de Xi va-t-elle engendrer des progrès majeurs dans la coopération économique bilatérale et le commerce? Les intérêts sino-américains se sont confrontés dernièrement dans la région Asie-Pacifique. Est-ce que les deux pays peuvent coopérer et se faire confiance pour résoudre ces disputes et assurer la paix et la stabilité dans la région? Bon, aujourd'hui, j'ai deux invités que vous connaissez très bien. D'abord, Ding Yifan, bonjour, bienvenue. Vous êtes économiste et politologue, vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis, sur la Chine. Vous êtes le dernier ouvrage que vous êtes en train de préparer justement concernant la comparaison entre deux systèmes politiques, c'est ça? Entre plusieurs systèmes politiques. Voilà, Richard, bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste, longtemps travaillé pour RTL et puis pour le Paris Match, pour chaîne parlementaire, etc. Et aujourd'hui, vous êtes correspondant de Parisien à Pékin. Bonjour, bonjour, et surtout c'est que vous venez de passer quelques jours aux États-Unis. Oui. Alors, dites-nous, quelle est l'ambiance là-bas? L'économie redépart, est-ce que les gens parlent de la Chine, parlent de parade militaire organisée à Pékin, ou pas du tout, la Chine Non, j'étais avant la parade militaire. Donc ah oui, d'accord. Ils n'en parlaient pas vraiment. Ce que j'ai constaté, c'est un certain optimisme. L'économie, ça a l'air de repartir un petit peu. Le chômage baisse? Oui, mais grâce à des petits boulots. Les gens acceptent de travailler pour peu cher, à condition d'avoir un travail. C'est assez net, ça. C'est-à-dire que c'est pas l'opulence qu'il y a pu y avoir à New York notamment il y a une dizaine d'années ou 20 ans. Mais enfin, c'est un pays qui croit en lui-même. Et les gens ont besoin de travailler, envie de le faire. C'est assez actif. Voilà l'impression globale que j'ai pu avoir. Donc, la reprise économique aux États-Unis, tandis qu'en Chine, apparemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La bourse a connu des turbulences, le yuan commence à baisser. Alors, professeur Ding, faites-nous un constat sur la relation entre deux puissances
Oui, oui, mais c'est une situation assez compliquée. Parce que, en termes de contribution à la nouvelle croissance du monde, par exemple, la Chine joue un rôle tout de même un peu plus important que celui des États-Unis. La Chine contribue à peu près à 30% de la croissance mondiale. Les États-Unis commencent à s'émerger aussi de sa récession. On dit que l'économie américaine commence à rebondir, etc. etc. Mais c'est principalement le reflet du marché de capitaux, la bourse. Visiblement, il y a un rebond de la bourse à New York, aux États-Unis, à Chicago, etc., etc. Tout va bien, mais l'économie réelle ne reflète pas complètement cet optimisme de la bourse. Une agence de sondage très importante, Pew Research Center, le centre de recherche Pew, a fait un sondage partout dans le monde, principalement dans les grandes économies, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Europe, en France même, dans les grandes économies et dans quelques pays asiatiques aussi. Et le résultat est que, visiblement, la Chine, la population chinoise, est la plus contente de l'état de santé de l'économie chinoise. 90% de la population chinoise se dit satisfaite du taux de croissance de la Chine, de la performance économique de la Chine. Il n'y a que 8% de la population chinoise qui se dit inquiète. Et ceux qui ont joué en bourse, peut-être? Oui. Probablement. Seulement 8%, il y en a beaucoup plus, je même pense. En dépit de la... en dépit de la reprise économique aux États-Unis, plus de la moitié de la population, à peu près 54 de la population américaine, se dit inquiet. Donc ils ne sont pas très contents de l'état de santé de l'économie américaine. À peu près plus de 40% se sentent satisfaits tout de même. Et les relations entre les deux pays, si les Chinois sont contents de leur situation et les États-Unis un peu moroses, tandis que l'économie aux États-Unis rebondit, en Chine, ça commence à avoir un peu de difficultés. Comment voyez-vous, tous les deux, d'abord Teng Van, les relations entre les deux pays? Surtout, comme dans l'introduction j'avais dit, en deux absences, c'est remarquable. En fait, quelque chose de nouveau est arrivé dans les relations sino-américaines, c'est que les Américains ne sont plus très sûrs de leur puissance. Et ils se font des soucis sur l'émergence de la Chine, sur la Chine elle-même, et c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Il y a encore 5 ans, les Américains se disent très confiants et très ouverts à l'égard, par exemple, de l'investissement chinois aux États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont devenus plus réticents. Alors, 5 ans, ça a changé? Oui, c'est bien possible, mais c'est des phases. Je crois qu'on peut arriver à une phase différente si l'économie aux États-Unis repart vraiment. Ensuite, les relations entre les deux pays sont assez curieuses. Il y a une méfiance des deux côtés d'ailleurs, des agacements de la part des États-Unis et de la Chine. Par exemple, le comportement de la Chine en mer de Chine, ça ne plaît pas aux États-Unis qui ont mis leur flotte pas très loin du Japon, tout ça. On voit bien aux cérémonies du 4 septembre, aucun dirigeant américain important n'est venu. Voilà. C'est un signe aussi qu'ils ne sont pas si à l'aise avec la Chine. Il y a les missions de surveillance américaines qui agacent les Chinois. Il y a beaucoup de choses comme ça, dont sans doute ils vont parler au moment de la visite du président Xi Jinping aux États-Unis prochainement. Il y a également le dossier de la cybersécurité qui agace pas mal. Donc qui énerve pas mal les Américains qui considèrent qu'il y a des Chinois qui font de la piraterie sur Internet. C'est vraiment des petites choses
qui font que l'ambiance n'est pas si bonne. Mais enfin, en même temps, objectivement, la Chine et les États-Unis ont intérêt à s'entendre, à bien s'entendre. C'est évident sur le plan économique, l'interdépendance est considérable. Et sur le plan politique, il y a tellement d'endroits en ce moment dans le monde où ça va mal qu'ils ne peuvent pas se permettre, les deux premières puissances au monde, de mal s'entendre en plus. Parce que là, ça n'y va plus du tout. Bon, je pense que tout le monde constate que ce sera une catastrophe si les deux premières puissances économiques ne peuvent pas s'entendre. Mais, paradis militaire, Poutine est à côté de... Tandis que lorsque Obama fait son discours sur la même occasion, le 70e anniversaire de la grande victoire contre le Japon, il préfère parler du Japon sans mentionner même une seule fois la Chine. Est-ce que le monde, au lieu d'aller au multipolaire ou aller au unipolaire, c'est-à-dire dominé par les États-Unis, est-ce que le monde est redevenu bipolaire, c'est-à-dire d'un côté camp américain-Japon, de l'autre Chine, Russe? Ça, je ne pense pas. Je pense pas. D'abord, je mets un peu la Russie en dehors, parce qu'économiquement, elle n'est pas de la puissance des États-Unis ni de la Chine. Ensuite, le Japon, c'est un allié traditionnel des États-Unis. C'est comme ça. Au fond, la Chine, elle fête la victoire sur le Japon, mais c'est tout nouveau. Ils auraient pu, je trouve, les Chinois s'en occuper plus tôt, de fêter cette victoire, comme le font les Européens avec les Américains à propos de la victoire sur les Allemands. Ça a permis une réconciliation avec le temps, avec les Allemands. Là, cette réconciliation, elle n'est pas tout à fait faite. C'est sans doute qu'on n'a pas suffisamment travaillé dessus. Et les manifestations, enfin ce qu'on a vu au moment du 4 septembre, c'était pas exactement une volonté de rapprochement avec le Japon. Au contraire, il fallait souligner qu'il s'était mal comporté, que c'était pas vraiment réglé ce qui s'était passé pendant la guerre. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il y a encore quelque chose à construire si on veut que ce soit une vraie atmosphère de paix en Chine et avec le Japon. Évidemment, l'alliance traditionnelle des États-Unis avec le Japon complique le schéma. Alors, tu as dit tout à l'heure, les États-Unis, 5 ans après, commencent à se douter un peu de l'émergence de la Chine. En fait, pour cette visite alors des États-Unis, dans le doute, comment il va recevoir le président chinois? S'il est dans le doute, je vois des difficultés pour cette visite. Oui, personnellement, je pense que cette année, la visite d'État du président Xi Jinping aurait probablement quelques difficultés. Or, il y a cette méfiance qui est devenue plus ou moins générale dans les intellectuels américains, surtout parmi les stratèges, particulièrement les spécialistes de Chine. Il y a cette doute, la doute commence à augmenter, si bien que David Lampton, qui est censé un grand connaisseur de la Chine, et un ami de beaucoup de Chinois, etc., a publié un article il n'y a pas si longtemps, 1 mois et demi, disant que les relations sino-américaines sont arrivées probablement à un point de tournant. Un point de tournant veut dire... je sais pas, vers plus d'hostilité ou vers plus de probablement vers plus d'hostilité. De ce point de vue, en plus, la visite du président Xi Jinping arrive à la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis. Oui, ça donne prétexte à des candidats potentiels de s'exprimer sur la Chine. Donc, visiblement, comme on sait très bien que dans la campagne électorale aux États-Unis, il y a toujours des rigolos qui disent n'importe quoi. Comme le candidat républicain actuellement, Trump. Donald Trump est capable de dire des tas de choses
sur la Chine. Il dit que la Chine nous a volé beaucoup de travail, la Chine nous a fait ceci, fait cela, mais le lendemain, il dit tout le contraire. Il dit que les Chines sont riches, les Chinois sont venus nous acheter des immeubles, des maisons, etc., parce que c'est un promoteur immobilier, donc il a des appartements à vendre, etc. Il dit très bien, les clients chinois sont bien. Donc, il est tout à fait contradictoire. Il peut dire tout et le contraire. C'est vrai qu'on va rentrer aux États-Unis dans une période électorale, et c'est sûr qu'il y aura des excès et des choses dites, notamment sur le dossier chinois. Des tas de choses vont se dire, c'est sûr. Il faut laisser passer cette période. Après tout, quand on regarde la dernière rencontre au sommet, c'était en novembre ici, en Chine, entre Obama et Xi Jinping. Oui. Ça s'est remarquablement bien passé. C'est ça. Ils ont passé un accord sur la durée de séjour des hommes d'affaires, des étudiants aux États-Unis. Oui, les États-Unis donnent des visas de 10 ans pour tout le monde maintenant, pour tous les Chinois. D'ailleurs, ça conforte la relation entre les États-Unis et la Chine. C'est pas rien, ça. Hein. C'est important. Ensuite, il y a eu aussi cet accord sur le climat. Oui, c'est ça. Je trouve que sur le réchauffement, ils ont des buts c'est la France qui se ressemblent. Mais ça va être utile. Ça va être utile en décembre, lorsqu'il y aura le sommet à Paris, Paris, c'est certain. Mais ça veut dire que quand ils parlent concrètement, on avance quand même. Évidemment, quand on entre aux États-Unis dans une période électorale, alors là, c'est plus difficile. Un président, disons, un canard boiteux, c'est ça? Ben oui, forcément, il termine. Et je pense qu'avec les Républicains, il y aura forcément quelques excès de langage. Mais il faudra revoir les choses après. C'est là qu'on retombera, le canard lui-même retombera sur ses pattes. Et on remarque aussi, c'est que dans la bourse chinoise, la chute de bourse de Shanghai a fait chuter aussi la bourse à New York, même en Europe aussi. Et surtout, c'est la dévaluation de yuan. Est-ce qu'il y aura un changement des relations des monnaies entre la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire entre yuan et dollar? Je ne pense pas. Personnellement, en fait, cette dévaluation légère de la monnaie chinoise était due à un changement technique. Parce que la Banque centrale a décidé de modifier un peu ce qu'on appelle les mécanismes de détermination de ce taux de change. Donc, mais c'était à cause de la conjoncture qu'ils ont... Non, à la fois pour la conjoncture, mais principalement pour rendre le taux de change de la monnaie chinoise plus souple. En fait, c'est pour assouplir un peu le taux de change. Parce qu'autrefois, nous avons un mécanisme de détermination du taux de change chinois selon un panier de monnaie, etc. Mais la Banque centrale doit intervenir constamment sur le marché pour maintenir l'objectif de ce taux de change. La fluctuation, la marge de fluctuation ne doit pas dépasser 2%, etc. Mais c'est très très limité. C'est comme dans l'ancien système monétaire européen. Ça implique une intervention constante de la Banque centrale pour maintenir le taux de change, disons plus ou moins artificiellement. Je pense qu'aux États-Unis, tout cela est observé. C'est ça. Donc, et ils ont intérêt à ce que la Chine se porte bien, évidemment. Et de ce point de vue, si on regarde, par exemple, la réaction officielle du gouvernement américain, c'est-à-dire représentée par le ministère des Finances, Treasury Department, ils sont très compréhensibles à l'égard de la décision chinoise. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. De même que l'FMI. Le FMI n'a rien dit sur la dévaluation de la monnaie chinoise. Ils disent que donc, dans la mesure où c'est une décision de la Banque centrale chinoise vers un assouplissement de taux de change, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, seulement la monnaie chinoise. Donc l'économie chinoise est devenue tellement importante pour la région et pour l'économie mondiale que ce changement a eu des répercussions que nous n'avons pas espérées.
Donc la guerre des monnaies n'aura pas lieu. Non, 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 c'est une pure illusion. Le Premier ministre a dit hier, oui, au sommet du Forum de l'économie mondiale, ça s'appelle aussi Davos d'été. Le Premier ministre a dit que non, la Chine n'aura aucune intention de recourir à la déviation comme un instrument pour renforcer la compétitivité de l'exploitation chinoise. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis décide que les relations entre les deux pays économiquement et monétairement ne peuvent pas dégrader. Par contre, l'Europe, chaque fois que les relations entre la Chine et les États-Unis sont devenues tendues, l'Europe est toujours grand bénéficiaire, non? Airbus et Boeing, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus industriel. Airbus produit actuellement des avions qui plaisent dans le monde. Oui. Je ne pense pas que ce soit lié à une situation politique. Et je ne pense pas non plus que la Chine, à un moment, verse du côté américain, à d'autres moments du côté européen. Je crois qu'elle joue sur tous les tableaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir de contrepartie. Si ça va mal d'un côté, ça sera mieux pour l'autre. Je crois que pour la Chine, il y a intérêt à travailler au mieux, à commercer au mieux avec les deux parties du monde développé, avec les États-Unis comme avec l'Europe. Alors, Tinifa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de cette visite alors? D'abord, c'est une réponse courtoise de la visite d'État d'Obama l'année dernière. Parce que normalement, réciproquement, il y a une visite de retour. D'aller et retour. Et comme ce sera le dernier créneau de possibilités, parce que si on rate cette année, l'année prochaine, il y aura l'année électorale, etc. C'est plus possible. En plus, ça tombe en même temps que la session de l'ONU. C'est ça. En plus, c'est la célébration de la création, le 70e anniversaire de la création de l'ONU. Donc, le président Xi Jinping se rendra à New York pour la fête. Et puisqu'il est là, il pourra... Voilà. Il y a toutes les coïncidences qui... C'est le hasard fait l'histoire, voilà. Oui, mais pour le mandat du président Obama, c'est la dernière chance, en fait. C'est le dernier créneau. Ça peut permettre aussi de donner quelques messages du point de vue chinois aux Américains avant les élections, justement. Pour les candidats américains, surtout. Pour les candidats, notamment. Mais oui, mais et en Europe, comment est-ce que les Européens s'intéressent à cette visite? Est-ce que les Européens espèrent que cette visite ait plein succès pour que redémarrage de l'économie mondiale peut devenir possible? Je ne pense pas que les Européens peuvent être contre le redémarrage. Bien sûr, la visite est importante. Le passage par l'ONU est important aussi. Il va y avoir des rencontres entre tous les dirigeants. Après que les États-Unis et la Chine, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, aient des rencontres et s'entendent bien, je crois que tout le monde est pour, évidemment. Mais j'ai remarqué que avant de son départ, Xi Jinping, dans son discours le 3 septembre devant les troupes militaires chinoises, il a déclaré que la Chine ne cherche jamais l'hégémonie dans le monde. Est-ce que tu crois que les Américains ont entendu et ont cru? Je ne pense pas, parce que en fait, c'est une attitude, une position officielle, traditionnelle de la Chine. Constante de tous les présidents chinois ont annoncé. Oui, depuis l'époque de Mao jusqu'à maintenant. Toutes les générations des dirigeants chinois ont tous insisté sur le fait même que, quelle que soit la puissance de la Chine, elle ne cherchera jamais l'hégémonie dans le monde. Donc ce n'est pas un challenger
en visite Tandis chez que le... les États-Unis, non. Les États-Unis, ils ont une logique de réflexion complètement différente. Pour essayer de comprendre un peu la logique des Américains dans le domaine de politique étrangère et de politique stratégique, etc., il faut lire, par exemple, le livre de John Mearsheimer, La tragédie des grandes puissances, ou la tragédie des politiques de grandes puissances. En gros, la logique dite réaliste des stratégistes américains est que finalement, dans tous les systèmes internationaux, il y a forcément une hégémonie. Dans tous les systèmes internationaux, dit John Mearsheimer, il y a toujours une hégémonie. Actuellement, c'est les États-Unis, alors... C'est ça. Et dans ce cas-là, la tâche principale de cette hégémonie est d'empêcher les autres de devenir son concurrents challenger. possibles, bien sûr, de venir concurrencer avec l'hégémonie. Mais je pense que dans le discours qu'a prononcé le président Xi Jinping début septembre, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'il y avait un message de paix, c'est évident. Il y avait une affirmation de puissance de la Chine, une volonté de renforcer un sentiment national. Tout ça, c'était d'abord dirigé, je pense, vers le peuple chinois d'abord. Après, les interprétations extérieures, elles sont plus diffuses, non? Oui, il y a ça. Mais dans la logique chinoise, on dit oui, la coexistence sera la forme parfaite de la coopération. Et Xi Jinping a dit, mais c'est une invention de Xi Jinping qui dit que l'océan Pacifique est suffisamment grand pour contenir deux plus grandes économies du monde. Il n'y a pas de problème. Mais pour les États-Unis, donc cette interprétation de la logique hégémonique dit que les États-Unis ne peuvent jamais permettre à un possible concurrent de venir à peu près au même niveau que les États-Unis. Il dit que quelle que soit la nature du régime du concurrent, c'était le cas de l'Union soviétique, donc de nature contradictoire, mais c'était le cas aussi du Japon, de même nature. C'était aussi le cas de l'Allemagne, de même nature. Il dit que quelle que soit la nature du régime d'un pays, dans la mesure où ce pays est capable de venir concurrencer les États-Unis ou de disputer l'hégémonie, la place de l'hégémonie dans le système international. C'est la première fois, cela étant, que les États-Unis vont réagir. Oui, c'est la première fois que des investissements chinois, en l'occurrence, sont aussi connus. Ah oui. Bon, ça change un peu la... Oui, ça change un peu la donne, parce que c'est visiblement, Richard a raison, parce que c'est la première fois que les Américains rencontrent une situation pas comme les autres. Oui, ce n'est pas le militaire, mais c'est l'économie, c'est le financement. Bon, exactement. Très bien. Bon, un mot, chacun un mot. Donc, vous êtes optimiste ou pessimiste pour cette visite? Un mot. Je pense que partiellement, je suis optimiste, mais réaliste. Et Richard? La première puissance économique et la seconde ne peuvent pas ne pas bien s'entendre. D'accord. Donc ça se passera plutôt bien. Il y aura peut-être quelques incidents, mais ça sera... Très bien. Bon, merci beaucoup. Globalement, vous êtes optimiste. C'est très bien. Une fin optimiste vaut mieux qu'une fin pessimiste. Merci. Et merci pour vous aussi. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.